Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Pour cet entretien politique, nous avons le plaisir de recevoir ici sur ce plateau Magali Brunel. Bonjour. Alors, je vous rappelle donc que vous êtes encartée au Parti socialiste. Vous êtes candidate pour ces municipales pour la ville de Toulon et vous soutenez une liste qui est aussi soutenue, on le rappelle, par le Parti communiste ou encore les écologistes et puis d'autres partis. C'est votre toute première candidature et puis je vous propose de démarrer cet entretien malheureusement par un fait divers assez grave, assez dramatique. On le rappelle à Sanary-sur-Mer, qui est la ville voisine, avec ce collégien qui a poignardé son enseignante d'art plastique. Je rappelle à toutes et à tous que vous avez été enseignante de collège pendant 15 ans. Est-ce que vous avez vu monter cette violence au sein des établissements ? Oui, c'est certain qu'il y a une problématique avec les adolescents et des adolescents qui sont souvent en souffrance, qui parfois eux-mêmes vivent mal des réalités du monde et qui peuvent être déstabilisés. Et ça se traduit également dans les établissements où effectivement les questions de tension s'exacerbent et peuvent amener à des situations de violence. Et je voulais commencer par exprimer bien sûr toute ma solidarité envers d'abord la collègue, et puis envers tous ces collègues de l'établissement que je connais pour y être passée plusieurs fois en tant que formatrice d'enseignants. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend d'ailleurs à ces enseignants, vous qui avez fait ce métier-là, justement, à gérer un petit peu cette violence aussi de ces adolescents, puisqu'on dit toujours que la violence extérieure finit par entrer à l'intérieur des établissements ? Oui, c'est tout à fait juste. Bien, en formation, les enseignants, bien sûr, d'abord apprennent à maîtriser leur discipline, celle qu'ils vont enseigner, mais aussi à entrer en contact avec des adolescents qui sont dans un moment de vie qui est difficile aussi, et puis à gérer un groupe, parce que le collectif, c'est quelque chose qui s'apprend, et pour arriver à développer des apprentissages, il faut savoir gérer le collectif. Demain, vous vous présentez pour être maire de la ville de Toulon. En tant que maire, est-ce qu'on a des outils pour agir, pour prévenir cette violence des adolescents et des jeunes ? Alors le collège, ce n'est pas directement la compétence département. C'est ça, de la ville. Pour autant, il y a de nombreux collèges, notamment sur Toulon, qui font partie des dispositifs cités éducatives. Et à ce titre-là, la ville peut agir, notamment dans l'accompagnement scolaire, dans la prévention. Parce que cette violence, ça peut se détecter très jeune. On peut agir dès les écoles aussi, peut-être, je pense, avec les centres communaux d'action sociale, notamment. Absolument. Et il y a des possibilités, notamment de détection pour prévenir. J'étais cette semaine avec plusieurs médecins, notamment de SOS médecins, et ils me disaient qu'une politique de prévention et de détection précoce, notamment en fin de primaire, avant le passage au collège, pouvait être une façon d'accompagner des parcours déjà difficiles d'enfants. Puis il faut se dire que les difficultés scolaires des enfants, elles viennent souvent de quelque part, de difficultés sociales, et qu'en fait il y a un continuum de difficultés, un continuum d'inégalités, un continuum de problématiques, et que c'est souvent dans la société que se pose l'origine du problème. On en parlera d'ailleurs avec votre programme, notamment sur les écoles, puisque vous allez en parler. Je rappelle aussi que c'est cette période-là qui est née en vous, en tout cas c'est ce que vous dites, cette envie de faire de la politique, de vous engager. Oui, parce que en tant qu'enseignante, j'avais en face de moi des jeunes adolescents, justement, qui avaient souvent des aspirations et qui pouvaient être bloqués parce qu'ils n'avaient pas les conditions les plus favorables pour les accompagner dans leurs projets. Et j'ai trouvé ça profondément injuste que cette égalité des chances que promet la République ne se soit pas toujours au rendez-vous. Et une façon de résoudre cette forme de contradiction que je ressentais, ça a été l'engagement politique. Magali Brunel, on va parler d'un récent baromètre des villes où il fait bon vivre qui a été publié il y a quelques jours. On voit que finalement tout ne va pas si mal. Toulon est classée 36e sur 100. Elle gagne 5 places par rapport à l'an dernier. La sécurité, le cadre de vie et la santé sont les 3 priorités qui ressortent de ce baromètre effectué auprès des habitants. Est-ce que vous constatez sur le terrain ces résultats? Les Toulonnais trouvent leur ville de plus en plus agréable à vivre, de plus en plus sûre également?
Alors, concernant la sécurité, les chiffres de Toulonnais ne sont pas mauvais. Il n'y a pas d'explosion d'insécurité comme on peut parfois vouloir nous le faire penser. Et moi, je reconnais dans ce baromètre le signe qu'il peut faire bon vivre à Toulon. Et c'est une ville, effectivement, que nous aimons et à laquelle nous sommes attachés, les Toulonnaises et les Toulonnais, notamment parce qu'elle a de nombreux atouts naturels. C'est ce qui ressort aussi. Le cadre de vie, c'est la chance d'avoir auprès de soi un massif forestier, un littoral magnifique qui est resté préservé et que nous devons protéger. C'est l'un des objectifs d'ailleurs que nous poursuivons à Toulon en commun. On va revenir sur le bilan de José Massy, la maire sortante. Lors de votre meeting à Toulon le 20 janvier dernier au Zénith, vous avez dénoncé, je vous cite, une gestion figée dans le XXe siècle. Ça signifie quoi pour vous ? Alors, d'abord, je ne parlais pas spécifiquement de José Massy, mais de 23 ans de gouvernance. Hubert Falco, qui était votre prédécesseur. Plus 3 ans, oui. Et donc, en réalité, depuis 2002, des choses ont été faites et ont été des réussites, notamment la rénovation du centre-ville est une bonne chose. Elle n'est pas réussie sur tous les plans, mais elle a quand même permis à notre centre-ville d'aller mieux. Mais Hubert Falco a eu 23 ans pour faire ces améliorations. Donc en 23 ans, il est bien normal quand même que des choses aient été faites. Si on compare à des villes comparables, sur cette période si longue, par exemple beaucoup d'autres villes, par exemple la ville de Montpellier, la ville de Lyon ou Paris, beaucoup de villes ont structuré bien plus fortement notamment le réseau de transport, avec des transports du XXIe siècle. Ce n'est pas le cas à Toulon, qui est la seule métropole à ne pas bénéficier d'un transport en site propre, par exemple. Des problématiques comme le logement n'ont pas été traitées. Autrement dit, des choses ont été faites, mais de gros problèmes structurants de la vie quotidienne n'ont pas été réglés. Il nous semble que c'est vraiment là, dans les difficultés du quotidien des Toulonnais, qu'il faut aujourd'hui aller. Ce n'est pas forcément dans ce qui est les décisions qui ont été prises. Laure Lavalette, candidate du Rassemblement national à Toulon, on dit qu'elle est en accord, en harmonie en tout cas, qu'elle valide ce qui a été fait en termes d'urbanisme, un petit peu comme vous, et qu'elle a voté 90% de ce qui a été proposé par la majorité sortante. Vous avez été conseillère municipale, c'était le cas aussi? Vous avez voté aussi des choses? Bien sûr, on a voté tout ce qui était aidant pour les Toulonnaises et les Toulonnais. Par exemple, nous nous sommes battus pour que le budget du CCAS augmente. Centre communal d'action sociale. Le budget du CCAS a augmenté, nous l'avons donc voté. Et donc, chaque fois que les choses vont dans le bon sens, nous sommes battus pour l'augmentation des dotations pour les établissements scolaires. Du moment que ces dotations ont été augmentées, nous les avons votées. Chaque fois que les choses vont dans le bon sens, bien sûr, nous les votons. Nous avons une logique constructive. Donc, ce n'est pas un mauvais bilan ? Je dirais que sur certaines choses qui ont été faites, nous approuvons le travail, mais en même temps, beaucoup reste à faire et des dossiers qui posent vraiment problème au quotidien aux Toulonnais ou aux Toulonnaises. Et donc, de ce point de vue-là, non, tout ne va pas bien à Toulon, loin de là. Alors Magali Brunel, le sondage IFOP paru dans Var Matin sur les intentions de vote au premier tour, vous arrivez en 4e position, avec 13% à 2 points de Michel Bonus, qui est le candidat de la droite, soutenu par tous les ténors comme Hubert Falco, et notamment aussi Renaud Muselier. C'est un score honorable pour une première candidature. Est-ce que vous étiez surprise de cela ? Non, je n'étais pas surprise parce qu'on a senti une belle dynamique. Une dynamique d'ailleurs que le sondage rend partiellement, mais ne rend pas tout à fait selon nous, parce que notamment notre premier meeting s'est déroulé après le moment du sondage. Mais effectivement, nous sommes très bien reçus par la population. Nous avons une campagne d'abord collective, participative, et ça fait du bien aux Toulonnaises et aux Toulonnais qui sont très peu consultés et qui ont un modèle de gouvernance qui a été très paternaliste et très autoritaire pendant tellement d'années que quand on leur demande leur avis, quand on va dans les quartiers les consulter, c'est ressenti comme une vraie bouffée d'oxygène. Et puis parce que nous nous occupons du quotidien des Toulonnaises et des Toulonnais. Personne ne parle de logement actuellement dans la campagne. Donc ce sont ceux-là les vrais sujets qui préoccupent les habitants. Et ça montre que la gauche existe encore, elle existe à nouveau à Toulon. Bien sûr, elle existe. Vous savez, on ne donnait pas gagnant le NFP quelques semaines avant les législatives. À Toulon, le NFP et la gauche, c'est 25% de voix exprimées. Ça veut dire qu'il y a un vrai peuple de gauche et de progrès et que l'avenir de Toulon, le lendemain de Toulon, il est dans un projet responsable, mais un projet de changement.
Un projet de changement. Enfin, je rappelle quand même que Hubert Falco, avant sa condamnation pour détournement de fonds publics, a été élu à chaque fois dès le premier tour. C'est qu'il avait quand même une adhésion aussi des Toulonnais dans ses projets et dans sa vision de sa ville. Oui, on va quand même rappeler dans quel contexte s'est effectuée l'élection en 2020. Nous étions en plein Covid. Très peu d'électeurs, en réalité, s'étaient mobilisés et étaient venus aux urnes. Et donc, même si, évidemment, il n'y a aucune contestation sur le scrutin, le contexte était quand même très défavorable pour nous. Et nous, ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est que le travail paye. Moi, je suis effectivement élue d'opposition depuis 2020. Nous travaillons les dossiers, nous les connaissons bien. Et petit à petit, une confiance s'est installée avec la population. Et nous continuons à travailler auprès des différents quartiers, avec tous les milieux, tous les métiers aussi, toutes les expertises. Et de ce point de vue-là, il nous semble que les Toulonnais sont véritablement portés par un projet où ils se sentent représentés. Quand on regarde à nouveau ce sondage apparu à la mi-janvier, une alliance avec la candidature LFI, Isaline Cornil est créditée, je rappelle, de 6%. Dans ce sondage, vous permettrait peut-être même de dépasser, si on fait une addition à Michel Bonus, qui est le candidat porté par la droite. Toujours pas de signal du côté d'Isaline Cornil, pas d'alliance possible. Je sais que vous avez laissé la porte ouverte, mais les jours qui ont suivi le sondage, rien n'a bougé ? Alors d'abord, effectivement, vous avez raison de dire que le sondage marque le fait que, avec le score qui est crédité à Michel Bonus, nous sommes dans un mouchoir de poche. Je crois qu'il y a 12 sondés d'écart entre nous. Autrement dit, nous sommes dans la course et nous allons continuer à progresser parce que cette dynamique que je vous décrivais, je pense qu'elle va continuer. Concernant LFI, effectivement, LFI faisait partie de Toulon en commun. Nous avons milité au NFP ensemble. Ce qui a changé, c'est quoi? Sont les directives nationales? Oui, absolument. Les directives nationales ont fait en quelque sorte la rupture, puisque Jean-Luc Mélenchon a demandé à ses troupes de faire des listes partout où c'était possible. C'est la directive qu'ont suivi les militants LFI à Toulon. Nous le regrettons, nous en prenons acte. Et nous avons une campagne devant nous. Nous continuons à porter notre beau projet. Nous espérons continuer à agréger et à poursuivre cet élargissement, ce rassemblement qui nous mènera le plus loin possible. L'élection de Toulon n'est pas simplement locale, elle a pris une dimension nationale avec bien la candidature de Laure Lavalette, porte-parole du Rassemblement national, donc qui est candidate. Est-ce que c'est une menace que vous prenez très au sérieux, le retour du Rassemblement national à Toulon? Est-ce que, selon vous, elle pourrait l'emporter, la 12e ville de France qui est Toulon? Alors nous le prenons extrêmement au sérieux, bien entendu. Le sondage montre qu'il n'y a pas de raz-de-marée annoncé. Laure Lavalette avait tendance à croire la bataille un peu trop facile. Elle a quand même 19 points d'avance sur José Massy. Absolument, mais symboliquement, en dessous des 40%, tout n'est pas fait et le match n'est pas plié. D'ailleurs, elle est donnée, José Massy dans 4 duels est donnée, je le rappelle, gagnante sur Laure Lavalette, mais ça ne reste qu'un sondage, qu'une photographie à l'instant T, vous le savez. Absolument. Et vous avez raison, cette candidature ouvre la réflexion sur un plan national. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai sujet sur la duplicité de Laure Lavalette, qui est à la fois porte-parole nationale du Rassemblement national et candidate sans étiquette à Toulon. Les Toulonnais sont assez vexés d'être pris pour des idiots. Quand nous les rencontrons dans les marchés ou dans les quartiers, ce double jeu est quand même très problématique pour eux, d'autant qu'il est suivi de choix qui sont eux-mêmes contradictoires. Lorsque Laure Lavalette, avec le Rassemblement national, demande 5 milliards d'économies aux collectivités territoriales, ça veut dire 8 millions de moins pour TPM et pour Toulon. Et dans le même temps, elle annonce qu'elle va embaucher des centaines de policiers. C'est un discours de duplicité et qui n'est pas admissible à ce niveau, on va dire, d'une élection, compte tenu des enjeux. Et quand on voit les sondages qui la placent quand même assez haut, on parle de menace, c'est vraiment un objectif, oui. C'est Toulon pour le Rassemblement national. On se dit que le Front national a déjà été responsable de cette ville. Est-ce qu'on a l'impression que les Toulonnais, 30 ans après la période de Jean-Marie Le Chevalier, qui a été élu de 1995 à 2001 et qui a laissé un bilan plutôt catastrophique, est-ce que les Toulonnais ont oublié, selon vous, les gens que vous rencontrez, c'est fini, le Front national, le Rassemblement national, c'est quelque chose de différent, plus acceptable?
Non, je ne pense pas. Les Toulonnais n'ont pas oublié, en particulier dans le milieu de la culture. Les hommes et les femmes qui étaient à cette époque-là, et puis même leurs successeurs, ont été très marqués par les coupes budgétaires et les coupes budgétaires qui ont été faites auprès de la culture. C'est vrai aussi dans tout le milieu associatif et notamment de la solidarité. Les coupes ont été extrêmes. C'est vrai aussi pour les personnels de la mairie, où il y a eu également des resserrements. Et dans le projet de Madame Lavalette, il y a exactement cela. Nous siégeons à côté d'Amaury Navarane, qui passe son temps à longueur de conseil municipal à du considérer... Rassemblement national qui a été candidat à plusieurs reprises à Toulon. Oui, à considérer qu'il faut moins de personnel au service des Toulonnaises et des Toulonnais. Et pour nous, c'est très inquiétant. Dans votre programme, parmi les priorités, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a les transports en commun. Et vous dites non au superbus électrique proposé par la métropole, le fameux BHNS. Oui, absolument. Nous disons non, pas par caprice, pas par idéologie, mais parce que factuellement, le BHNS n'est pas la bonne solution. Le BHNS est moins efficace qu'un tramway, il est également moins écologique, il prend plus d'impact au sol, et donc et le BHNS tel qu'il est prévu à Toulon, il est 30% non en site propre. Oui, c'est ça, 70% sur une voie dédiée et 30% effectivement. C'est ça, qui donc n'est il pas va en site propre. rajouter des problématiques aux questions d'embouteillage qui sont déjà très très difficiles à Toulon. Si vous êtes élu, vous allez arrêter le projet. Si on est élu, on va effectivement redemander une enquête comparative. Parce que ce n'est pas sérieux de proposer un projet structurant à 30 ans sans véritablement prendre en compte les différentes possibilités, et notamment celle du tramway qui est le plus adapté à la géographie toulonnaise. Et donc, il faudra qu'une déclaration d'utilité publique prenne la mesure comparative. Et d'ailleurs, dans la déclaration d'utilité publique du BHNS, la conclusion est claire. Les experts disent, c'est la conclusion du dossier, faute de mieux, nous préconisons le BHNS. Vous voyez tout le sous-entendu. Je rappelle donc pour les internautes et pour ceux qui nous suivent que le BHNS, donc c'est le bus à haut niveau de service électrique. Donc les travaux ont démarré en décembre. Ça doit relier la Seine-sur-Mer de l'autre côté jusqu'à la gare de 28 km, une soixantaine d'arrêts. Et donc vous l'avez dit, 70% sur une route réservée. Alors, j'ai posé la même question à Mme José Massy, la maire sortante qui est aussi candidate. Elle admet effectivement, ce n'est pas son choix, c'était celui d'Hubert Falco. Si elle avait eu le choix, elle aurait choisi elle aussi le tramway, mais elle s'interroge. Si vous voulez tout arrêter, ça veut dire que les Toulonnais, concrètement, vont attendre combien de temps avant d'avoir un transport en commun ? Il a fallu 10 ans pour arriver à ce bus électrique, 10 ans de concertation, 10 ans pour trouver les fonds. Combien de temps les Toulonnais vont-ils attendre pour avoir un tramway ? Alors, on va prendre les choses un tout petit peu à l'envers. Ce BHNS, il est prévu en travaux jusqu'en 2038. Donc, de toute façon, les Toulonnais vont attendre très longtemps. En 2038, quand il va commencer sa mise en service totale, il sera déjà dépassé. C'est écrit dans la DUP. Donc, on est en train de faire des travaux, d'empoisonner la vie des uns et des autres pour quelque chose qui, au moment où il démarrera, sera déjà dépassé par les besoins réels de la métropole. Donc il faut être responsable. Là, on fait des choix et des investissements pour 30, 40, 50 ans. Et donc, il faut dès maintenant choisir la bonne solution, la solution qui est aussi la plus rentable sur la durée, parce que réfléchir à ce type de transport, c'est pas réfléchir au coût, c'est réfléchir au coût plus à la durabilité et à l'ensemble du circuit et du cycle de vie de ces moyens de transport. Est-ce que vous avez estimé le coût d'un tramway ? Je regarde pour l'instant, ce qui est investi, c'est autour de 400 000 euros, 395 000 euros débloqués pour ce bus. Millions d'euros pour ce bus à haut niveau de service. Un tramway, ça coûterait combien ? Alors oui, bien sûr, on a estimé les choses et nous le faisons sérieusement. Le BHNS toulonnais sera le BHNS le plus cher de France. Donc c'est-à-dire ? C'est-à-dire près de 500 millions d'euros si on calcule l'ensemble des coûts.
Le tramway... Toute la métropole. Pour la métropole. Le tramway, aujourd'hui, la ligne 5, par exemple, du tramway sur Montpellier a coûté 450 millions d'euros. Donc vous voyez que si on calcule véritablement les coûts sur l'ensemble de l'enveloppe, en réalité, le BHNS tel qu'il est prévu pourrait être plus cher qu'un tramway nouvelle génération, puisqu'aujourd'hui, les tramways qui sont construits ne sont pas les tramways d'il y a 20 ans, ceux qui ont laissé de mauvais souvenirs à Nice, par exemple. Ce sont des tramways plus légers, sur des rails plus souples et qui sont plus faciles à la fois à tronçonner en termes de phase de travaux et également en mise en place. Justement, pour continuer à parler, donc vous avez dit, il va falloir aussi peut-être concerter la population. C'est ce que propose Laure Lavalette, la candidate du Rassemblement national, qui semble aussi d'accord avec l'idée du tramway, parce que forcément, il va y avoir des travaux, on aura des commerçants, des habitants, il y a ce coût, et puis il va falloir aussi convaincre aussi les autres maires des communes voisines de participer à une concertation avant la mise en place d'un tramway. Ça vous semble indispensable? Oui, et puis les concertations, ça doit se faire non seulement sur le projet, mais également sur les phases de déroulement des travaux. Parce qu'il faut prendre appui sur les besoins des commerçants pour réfléchir en termes de phasage, comment les choses doivent s'organiser. Donc tout cela doit être fait. D'ores et déjà, toutes les associations de la RAD sont favorables au tramway. Elles ont une expertise. Toutes les institutions nationales aussi, comme la CEREMA, sont favorables au tramway. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, une grosse partie de la bataille est gagnée, oui. Alors l'autre idée que vous défendez, c'est la mise en place progressive de la gratuité dans les transports en commun. Une gratuité progressive, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que vous nous expliquez ? Alors, on va se fonder sur le modèle de Montpellier, qui a été un modèle qui, pour cette démarche, est exemplaire et qui est une belle réussite. La gratuité combinée au développement structurant des transports, c'est la meilleure façon et la seule façon de permettre aux gens de changer de système de mobilité. Quand on ne fait que augmenter le réseau ou quand on ne fait que développer la gratuité, ça ne suffit pas. Or, nous le savons, nous sommes dans un siècle où il faut prendre en compte les défis climatiques, où la pollution à Toulon est une vraie difficulté, et donc il faut amener les gens à avoir le choix d'utiliser des moyens de transport faciles et efficaces. Donc, de ce point de vue-là, c'est l'association gratuité et extension du réseau qui est la meilleure solution. On le fait par étapes parce qu'il faut qu'on vérifie le modèle économique étape par étape et être tout à fait raisonnable. On n'est pas là dans la brutalité, mais on est là dans une organisation raisonnée, à la fois des fonds et puis des flux, bien sûr. Oui, justement, question d'argent, est-ce que financièrement c'est soutenable, cette gratuité ? Oui, c'est soutenable pour plusieurs raisons. D'abord, les entreprises font un versement transport, une quotité de leur chiffre d'affaires qui est versé dans le transport et qui abonde et qui sert à alimenter en fait à la fois les investissements structurants pour le transport et le fonctionnement des transports. D'ores et déjà... Magali Brunel, Montpellier, c'est à peu près 34 millions d'euros. Cette gratuité, c'est à peu près le coût. Si on regarde une ville comme Dunkerque, c'est 17 millions d'euros. C'est ça. Or, actuellement, dans le budget de dépenses des transports, le ticket de transport représente moins de 10% des recettes. Donc on est en train de parler du fait qu'il y a 10% de recettes à trouver pour compenser la gratuité. À Montpellier, avec le système des transports gratuits, l'activité économique s'est retrouvée beaucoup plus dynamique et donc ils ont fait un versement de transport qui est passé de 90 millions à 126 millions. Donc ils ont augmenté le versement de transport de 36 millions et qui a couvert très largement le déficit que pouvait coûter le ticket qui n'était plus payé par les particuliers. Vous n'avez pas répondu à la question progressive. C'est quoi la gratuité progressive? C'est d'abord, par exemple, les personnes qui sont le plus en difficulté financièrement. Oui, absolument. C'est les plus jeunes, les étudiants, ce serait ça? C'est absolument ça, et c'est comme ça que ça a été fait à Montpellier. D'abord les étudiants et les personnes, par exemple les seniors, puis il y a eu un phasage par le week-end. Le week-end était gratuit. C'était le cas à Montpellier, c'est ça? Absolument. Et puis ensuite, des populations petit à petit pour les scolaires, etc., jusqu'à concerner toute la population de la métropole, bien sûr. La crainte des usagers, notamment en Ile-de-France, selon le sondage, c'est que ce service public gratuit finisse petit à petit par manquer d'argent, par décliner, par être de moins bonne qualité.
que vous comprenez cette inquiétude? Oui, on peut la comprendre, sauf qu'en réalité, c'est l'inverse qui s'est passé, parce qu'on a libéré des personnels pour assurer notamment plus de sécurité dans les transports, plus de prévention dans les transports. Et en réalité, l'efficacité du tramway permet au contraire d'augmenter les cadences et d'augmenter l'efficacité des voyages. Pour réduire aussi les embouteillages dans le centre, vous proposez aussi de créer des parkings relais aux entrées de la ville, organiser un plan de contournement au nord de la ville, mais aussi de prévoir des accès prioritaires dans le centre-ville. Alors, habitants, actifs, personnes à mobilité réduite, ça veut dire quoi concrètement? Certaines personnes pourront prendre leur voiture et aller en centre-ville et d'autres pas, c'est ça? Non, ça veut dire qu'il faut multiplier les itinéraires pour que, effectivement, la traversée de ville ne soit plus une obligation. Lorsqu'on est livreur, bien entendu, on est obligé d'aller dans le centre-ville. Cette notion d'accès prioritaire? Oui, ben c'est exactement cela. C'est-à-dire que lorsqu'on est livreur, lorsqu'on habite dans le centre-ville, on est bien obligé d'y circuler. Donc on aura accès au centre-ville? Absolument. Mais lorsque l'on doit traverser le centre-ville, il faut qu'on ait des alternatives, outre les transports en commun, outre les pistes cyclables, dont on pourra peut-être également parler, mais par des accès par le nord. Nous avons dans notre équipe plusieurs urbanistes qui travaillent à ces solutions de façon à ce qu'on évite d'avoir à traverser le cœur de ville. Alors, on a une question d'un téléspectateur qui nous a posé cette question aujourd'hui. Que comptez-vous faire à la place du projet Pipadi qui n'a pas encore vu le jour? Donc, je rappelle, c'est le projet d'aménagement du littoral du Mourillon, le grand projet d'Hubert Falco. Oui, le grand projet de 2020 que personne n'a jamais vu. Alors que comptons-nous faire? Nous comptons rendre cette portion du littoral aux Toulonnaises et aux Toulonnais. Parce que le projet Mayol à Pipadi, puisqu'il était nommé ainsi d'Hubert Falco, oubliait les Toulonnais et les Toulonnaises. Il était très largement tourné vers le tourisme et vers un palais des congrès, des bureaux, c'est bien ça? Des hôtels de luxe, etc. Et donc nous partons dans une logique tout à fait autre qui est celle d'en faire au contraire un lieu de cohésion sociale, de réunion des Toulonnaises et des Toulonnais, un lieu où ils trouvent en quelque sorte l'espace qui leur ressemble et qui les rassemble entre la mer et Mayol, qui est un peu le poumon, vous le savez, de l'esprit toulonnais, de l'esprit d'équipe à la toulonnaise. Et puis la mer, la marine, qui est aussi le cœur battant de notre ville. Et qu'est-ce que vous y verriez? Alors nous avons dessiné un projet qui vous sera présenté le 25 février prochain, donc je vous laisse un petit peu patienter. On ne peut pas avoir quelques éléments? Oui, bien sûr, on peut avoir quelques éléments. L'idée déjà, c'est d'ouvrir l'espace maritime aux Toulonnaises et aux Toulonnais. Actuellement, quand on est au centre-ville, les Toulonnais voient 9% de la mer, du littoral. Ils sont privés de leur accès à la mer, qui est pourtant, originellement leur lien avec les espaces naturels. Et donc nous pensons et nous avons conçu un projet qui leur permet d'avoir une visibilité sur la mer. C'est quoi? Ce sont des jardins? Ce serait quoi? Ce sont de grands espaces, oui, places, promenades, jardins, des restaurants, des boutiques, espaces de vie, espaces de convivialité, boutiques, restaurants, cafés, etc. La halle marine, est-ce qu'elle verra le jour ou pas? Alors, elle sera un petit peu organisée différemment. Et puis aussi des espaces d'art, de culture ouverts. Nous pensons à un musée fabrique, c'est-à-dire un musée où les gens ne soient pas que spectateurs, mais soient aussi acteurs. Je pense aux seniors, aux scolaires, qui vont pouvoir accéder à des espaces de culture tout en étant acteurs dans des espaces où la circulation sera libre. Et permettra aussi de réconcilier les Toulonnaises et les Toulonnais avec la Méditerranée et les cultures méditerranéennes qui font leur identité. Magali Brunel, on va poursuivre avec vos projets et ce programme. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les pistes cyclables. Rouler en voiture, c'est compliqué, on ne respire pas toujours très très bien. Pistes cyclables, donc vous envisagez d'étendre, c'est ça, le réseau de pistes cyclables. Ma question, est-ce qu'il faut aller plus loin que simplement le réseau? Est-ce qu'on doit aller aussi vers proposer ces services de vélo à disposition du public, comme ça existe à Marseille? Il y en a très très peu, à Toulon, je crois, une quarantaine de vélos qui sont en libre service. Oui, et lorsqu'on pose la question au conseil municipal, on nous dit que tout va très bien de ce point de vue-là, puisque la question a été posée encore récemment. Oui, on n'a pas pensé
la ville cyclable à Toulon. L'opportunité de réfléchir sur des axes structurants de transport permet justement de redessiner aussi les espaces de mobilité douce. Quand un tramway prend peu d'impact au sol, ça veut dire qu'il libère des pistes potentielles pour traverser la ville en toute sécurité. Il faut d'abord penser la sécurité des Toulonnaises et des Toulonnais. Aujourd'hui, les pistes cyclables existantes, elles ne sont pas suffisamment sécurisées et c'est un danger de circuler à vélo. Simplement une peinture au sol, c'est ça ? Voilà, c'est simplement une peinture au sol. Pour les pratiquer, je peux en témoigner. Et puis, elles ne sont pas pensées en continu. On a fait des petits bouts par-ci, par-là pour dire qu'on faisait, mais il n'y a pas de vision globale. Et donc là, il y a besoin, et comme je le disais, l'occasion du tramway peut être le bon moment, de repenser une mobilité globale à la fois piétonne, parce que les gens se déplacent à pied et qu'il faut penser leur déplacement, vélo et transport en commun. Transport en commun, trottinette aussi en libre-service ? Alors non, déjà si on s'occupe d'offrir la possibilité d'avoir des vélos en libre-service, ce sera déjà une bonne chose. Il faut le penser au bon endroit, donc dans des zones d'intermodalité, les arrivées de gare notamment, pour que ce soit véritablement utile. Alors, on peut passer au chapitre sécurité, Nathalie. Les agents de contrôle des bus du réseau Mistral de la métropole toulonnaise sont désormais équipés de caméras piétons déclenchées en cas de besoin pour lutter notamment contre les incivilités ou la délinquance. Est-ce que c'est une décision que vous approuvez ? Moi, je pense que la sécurité est une absolue nécessité pour tout citoyen, toulonnaise et toulonnais, et que c'est une question, je veux dire, c'est un droit de la République qu'il faut absolument garantir à tous. Ce que je remarque, c'est que ce n'est pas le cas à Toulon et que certains quartiers ont notamment des policiers municipaux qui zonent et qui font leur travail d'îlotage de manière tout à fait ajustée, et d'autres quartiers ne bénéficient pas de telle protection, et notamment les quartiers les plus fragiles. Et donc la problématique de la sécurité, elle ne doit pas être à géométrie variable. Tous les quartiers doivent pouvoir bénéficier d'une tranquillité publique qui est un bien et un fondement du pacte républicain. Là, on évoque un peu les transports, hein, parce qu'on parle de caméras piétonnes sur les agents de sécurité. À Marseille, pour la métropole, on a équipé les agents de sécurité dans les transports. Donc, ils sont désormais armés de bombes lacrymogènes et de matraques télescopiques. Est-ce qu'on devrait faire la même chose à Toulon, sur le réseau Mistral ? Oui, ce qui est certain, c'est que... Vous êtes favorable ? Alors, je vais vous dire ça de manière peut-être un peu plus nuancée, mais oui, je suis favorable au fait qu'il faut absolument se déplacer en toute sécurité, en toute tranquillité. Et donc, tout ce qui, dans le transport, favorise la tranquillité de tous est une bonne chose. Je pense notamment aux femmes qui, dans les transports, sont très souvent inquiètes. Nous, on rencontre notamment des étudiantes qui nous disent j'ai peur de sortir le soir à Toulon parce qu'il faut rentrer et que c'est compliqué. Nous pensons qu'il y a des mesures, notamment dans les transports, avec par exemple l'arrêt à la demande, qui permet aux femmes de demander un arrêt, pas forcément à l'arrêt de bus, mais au plus près de chez elles, par exemple, hein, pour arriver avec davantage de sécurité chez elles. Le fait qu'il y ait des brigades de prévention et de sécurité dans les transports me paraît être une bonne chose, oui. Policiers municipaux, vous l'avez dit, alors la mairie sortante, le temps du mandat de 6 ans, on est passé de 100 à 152 policiers municipaux. Il faut aller plus loin, il faut recruter davantage. Alors j'observe que c'est une question où parce que j'ai l'impression que tout le monde veut augmenter. Voilà, c'est la course à l'échalote. Hein, c'est à qui promet le plus, sans expliquer comment on finance tout cela. Là, c'est 70 millions d'euros à peu près, c'est ce que nous a dit la maire sortante. C'est 70 000 euros le coût d'un policier à l'année. Donc ça veut dire qu'il faut quand même réfléchir aux dépenses, parce qu'il y a un budget à tenir et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Une première chose, c'est que les policiers municipaux n'ont pas la main sur tout, et que la sécurité est un droit et un pouvoir régalien. Tout le pouvoir d'enquête vient de l'État, et que de ce point de vue-là, il faut absolument que, par exemple à La Beaucaire, qui est un quartier populaire, le poste de police nationale ne ferme pas à 17h ou soit ouvert le week-end, alors qu'il ne l'est pas actuellement, et que pourtant c'est un quartier où des questions de trafic de drogue, etc. se posent. Je vous assure que les trafiquants ne s'arrêtent pas à 17h, et donc il y a absolument nécessité à exiger plus de moyens sur la police nationale. C'est ce que vous ferez si vous êtes élu, c'est d'aller demander davantage de moyens. Absolument. Vous pensez qu'actuellement la majorité sortante et la maire sortante n'a pas fait le nécessaire ?
Je pense que de ce point de vue-là, on est loin du compte et que les politiques nationales du Rassemblement national qui sollicitent, enfin qui souhaitent qu'il y ait moins de fonctionnaires, de même que la politique LR qui souhaite aussi qu'il y ait moins de fonctionnaires. Nous avons un sénateur et une députée. Ils sont comptables de ce projet de réduction des effectifs dans la fonction publique qui prive de fait les Toulonnais de sécurité et de police nationale. Vous envisagez aussi une police municipale, des brigades ici qui soient présentes la nuit ? Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, d'abord, qu'est-ce qui existe ? Aujourd'hui, il existe 2 brigades de nuit, mobiles, avec des véhicules, 3 personnes par brigade, et elles travaillent jusqu'à 2h du matin. Donc il y a bien une présence de police municipale jusqu'à 2h du matin, et puis ensuite ça reprend le matin tôt. Mais entre 2h et 7-8h, là il n'y a personne en termes de police municipale. Donc nous pensons que ce trou-là, si vous voulez, il est problématique, que c'est facile d'être informé et de prévoir son petit trafic un peu plus tard dans la nuit, et que donc il y a une couverture de nuit à couvrir. Mais vous voyez, on parle de 5 heures à peu près dans la nuit, donc ce n'est pas des budgets démentiels, mais c'est une nécessité de continuité en fait, de la sécurité et de la présence de policiers. Est-ce qu'il faut mieux former également la police municipale, par exemple? Comment la former? Oui, il faut mieux la former et il faut aussi mieux répartir ses forces et ses missions. Aujourd'hui, dans la police municipale toulonnaise, il y a des problèmes. La police municipale est relativement mal pilotée. Il y a un malaise dans les policiers municipaux. Nous rencontrons des personnes syndiquées qui nous expriment le malaise. Vous savez peut-être que l'année dernière, un policier municipal s'est suicidé. Il s'est suicidé en uniforme. C'est quand même signe d'un malaise. C'est quand même significatif. Moi, je ne fais pas de lien de cause à effet parce qu'il y a une enquête et que nous écouterons les conclusions de l'enquête. Mais très clairement, il y a une alerte qui est donnée qui fait qu'il faut repréciser les choses et que les policiers municipaux se sentent utiles et se sentent à leur place. D'autant, Magali Brunel, je rappelle à tous et à toutes que les prérogatives des policiers municipaux risquent d'être agrandies. Ils pourront désormais faire du contrôle en flagrant délit, compter stupéfiants, les halls d'immeubles ou encore vérifier que la personne ait un permis, donc des pouvoirs accrus et donc une formation accrue, c'est ce que vous allez demander. Oui, des pouvoirs accrus, une distribution des rôles clairs, de façon à ce que chacun puisse travailler en confiance et puis parce que ça va aider aussi à la collaboration police municipale, police nationale. Quand on ne sait pas qui fait quoi, forcément ça entraîne de la désorganisation. En lisant votre programme, j'ai vu que vous demandez aux élus de signer une charte anticorps. L'honnêteté des élus dans le Var, c'est un vrai sujet. De nombreuses condamnations, je le rappelle, le maire de Toulon condamné, le maire de Sanary, le maire de la Seine-sur-Mer, le président du département. Pourtant, on a l'impression que les candidats parlent finalement assez peu de ce sujet de l'honnêteté des élus. Et est-ce que c'est un vrai sujet? Est-ce que les Toulonnais vous parlent de ça? Bien sûr. Est-ce que c'est un sujet de campagne et un argument de campagne? Eh bien, c'est un sujet, parce que quand on dit qu'on est héritier du bilan d'Hubert Falco, sans parler des condamnations, et ces condamnations qui décrivaient un système, c'est mentir aux habitants et aux habitantes. Être héritier du bilan, c'est aussi regarder avec honnêteté des condamnations d'ailleurs qui sont multiples, puisque dans le Var, vous le disiez, dans le Var, plusieurs élus ont été condamnés. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut mettre sur la table cette problématique qui semble être chronique à Toulon et dans TPM. Et nous allons le faire parce que là, dès mardi prochain, nous réalisons des rencontres de Toulon en commun autour de la figure d'Eva Joly, qui, sur le sujet, vous le savez, a vraiment beaucoup travaillé, à la fois dans le monde de l'entreprise et dans le monde des personnalités politiques. La probité, c'est bien la moindre des choses que doit un élu à sa population. C'est le fondement du contrat républicain. Être exemplaire. Donc, bien entendu, être transparent, être exemplaire et aujourd'hui, j'ajouterais, être participatif. Parce que demander aux électeurs et aux électrices de venir mettre un bulletin dans l'urne tous les 6 ans et considérer que c'est ça, être citoyen, pour moi, ce n'est absolument pas être à la hauteur de ce que doit être la démocratie au XXIe siècle. Alors on va passer à un autre chapitre, le logement.
Le poste de dépense le plus important pour une famille, c'est le loyer. Et vous souhaitez encadrer les loyers pour lutter contre la spéculation immobilière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui. Alors, ce que l'on constate à Toulon, c'est que depuis le Covid à peu près, ça avait démarré déjà avant, mais les loyers n'ont fait qu'augmenter. Et les prix des logements n'ont fait qu'augmenter. Ce qui signifie qu'un couple avec 2 actifs et qui souhaitait acheter pouvait le faire il y a 10 ans, ne peut plus le faire aujourd'hui. Lorsqu'on regarde les flux des habitants, les jeunes actifs et les jeunes avec des familles quittent Toulon. Donc ça, c'est une grande perte pour la ville. Il faut régler cette question-là. Les gens n'arrivent plus à se loger dans un logement qui soit dimensionné à la population. Donc ils vivent dans des logements, soit qui sont indignes, soit qui sont précaires, soit qui sont trop petits. Et donc là, forcément, on part dans un cadre de vie qui n'est plus adapté. C'est aussi une question d'attractivité. Comment voulez-vous accueillir je ne sais plus combien de milliers d'ingénieurs pour un futur projet autour de Naval Group et du porte-avions si vous n'offrez pas de logement à la hauteur à ces populations. Donc il y a une vraie problématique là qui se règle, qui a été réglée dans d'autres villes et par différents moyens. Alors, l'encadrement des loyers, moi j'aimerais revenir sur ce que vous proposez. Je rappelle qu'il y a une réglementation. Et il faut que la ville soit déclarée en zone tendue. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas de Toulon, c'est le cas de Paris, de Bordeaux, de Lille, Montpellier ou Lyon. Ce n'est pas le cas de Toulon. Il y a une loi qui gère ça, donc vous ne pouvez pas encadrer des loyers si vous n'êtes pas déclaré en zone tendue. Absolument, mais en même temps, il faut mettre en avant les arguments. Comme je vous le dis, c'est récent, cette bulle immobilière que l'on constate, elle est récente et elle doit être reconnue de façon à ce que nous puissions mettre en place des mesures. Et puis d'ores et déjà, il y a des mesures et des dispositifs qu'on peut mobiliser, par exemple sur le Airbnb, qui se multiplient notamment en centre-ville, ce même centre-ville qui a été rénové grâce à de l'argent public et qui, sur des rues entières, donne lieu à des locations courtes, des abus en fait. Donc faire comme à Marseille, poursuivre, limiter le nombre de jours. Limiter le nombre de jours. Il y a aussi d'autres dispositifs qui sont du 1 pour 1, c'est-à-dire on met un Airbnb en fonction, mais on offre un autre logement de long terme, de façon à ce que les gens puissent se loger sur place. Alors tout ça, ça ne va pas résoudre la question de logement, vous le savez très bien. La ville de Toulon est largement déficitaire en termes de construction de HLM. Est-ce que vous souhaitez construire plus ? Toulon fait même mauvais élève, plutôt. Ah oui, très mauvais élève. On peut même dire qu'il fait partie des villes carencées. Ça, c'est la préfecture qui le dit. La ville a des amendes régulièrement pour le non-respect de la loi SRU. Donc, qui impose 25% de logements sociaux. Ça s'est un petit peu assoupli ? Oui, ça s'est un petit peu assoupli, mais à condition d'agir. Et ce que nous voyons lorsque nous rencontrons les acteurs, c'est un manque de volontarisme qui est évident. En réalité, à Toulon, il y a des gisements possibles de rénovation et de création de logements. On a un PLH, un plan local de l'habitat, qui a tout à fait bien déterminé les choses. Par exemple, si on devait choisir dans quel quartier construiriez-vous il y a de nombreux quartiers où il y a du logement dégradé qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de logement digne possible. Donc ce serait détruire pour reconstruire ? Ce serait rénover pour reconstruire et pour cela, on s'appuie notamment sur des dispositifs de type ANRU, ceux qui ont fonctionné pour le centre-ville et qui devraient être mobilisés pour, par exemple, Saint-Jean-du-Var, par exemple, le Pont-du-Las ou des quartiers comme La Beaucaire ou Pontcarral, qui sont des quartiers qui souffrent énormément. Pontcarral qui est une copropriété privée, donc c'est encore une autre problématique. Oui, mais qui peut bénéficier de l'ANRU de la même façon et qui, comme vous le disiez, est une copropriété qui pose de gros problèmes à Toulon et qui est extrêmement visible à l'entrée de la ville et qui sert en quelque sorte de carte postale en mode dégradé de ce qu'est notre ville. Et donc, de ce point de vue-là, il y a urgence à faire de Pontcarral à la fois un lieu où on peut habiter dignement, un lieu où on chasse les marchands de sommeil et qui offre une visibilité sur la ville de Toulon qui soit attractive et pas, au contraire, comme c'est aujourd'hui, absolument catastrophique. Est-ce que mettre la construction de HLM dans son programme, est-ce que ça c'est vendeur ? On sait très bien qu'à partir du moment où on parle de HLM, ça véhicule aussi toute une série d'idées peut-être préconçues, d'inquiétudes. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut parler des HLM, sachant qu'à peu près 70% des Français, on estime, sont éligibles au HLM ? Est-ce qu'il faut convaincre les habitants d'en construire ? Alors d'abord, comme vous le dites, 70% des Français, c'est aussi 70% des Toulonnais qui ont droit
à bénéficier d'un logement social. Donc on parle de ces gens-là. Ces gens-là, eux, si vous leur dites demain, on va vous mettre à disposition un logement à loyer modéré, je pense qu'ils seront d'accord. Donc oui, il faut en parler. 45 000 demandes dans le Var, 1 500 attributions. Vous voyez un petit peu le gap en termes de besoins. Et puis, il faut penser les HLM, pas sur le mode qui a été choisi jusqu'à présent, qui est un mode catastrophique, parce qu'il fait de la ghettoisation sociale. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est du mitage, c'est comme ça que disent les urbanistes. Du mitage, ça signifie que quand on construit un logement avec 10-12 appartements, on va faire 1, 2, 3 logements de type HLM, peut-être 2 ou 3 logements en accession à la propriété sociale, et que c'est de cette manière-là qu'on construit la mixité sociale. Il manque également des logements pour les jeunes. Vous souhaitez développer les résidences étudiantes, une auberge de jeunesse notamment ? Alors, il n'y a pas d'auberge de jeunesse à Toulon, ce qui est un vrai problème pour les jeunes, notamment les jeunes qui viennent en Erasmus, qui viennent pour des moments courts. Et donc, il nous semble que là, on n'a pas été au rendez-vous, en quelque sorte, parce qu'un jeune qui aime une ville, ensuite, il a envie d'y rester, d'y passer sa vie, d'y faire des rencontres, etc. Et puis, il y a la question du logement étudiant, comme vous le dites. Alors, de ce point de vue-là, nous avons une approche un petit peu comme pour les HLM, c'est-à-dire une approche mixte. Il nous semble que on a passé le temps des logements où on spécialisait en quelque sorte une génération. Alors là, ce sera un logement où il y aura 300 seniors, là 300 étudiants. Aujourd'hui, les résidences qui sont produites et qui sont les plus audacieuses, c'est du logement partagé, parce qu'on sait bien qu'on vit bien quand on vit ensemble. Quand on ne se connaît pas et quand on ne se côtoie pas, eh bien, il y a des crispations ou de l'inquiétude qui naît. En revanche, on sait aussi qu'un jeune peut aider un plus ancien, lui rendre des services, que quand il y a des enfants intergénérationnels. Des logements intergénérationnels, mais où chacun a son logement, bien sûr. Il peut y avoir des espaces communs, mais nous pensons que si on veut une société de la cohésion, il faut un habitat de la cohésion. On continue à parler des jeunes aussi. Je rappelle que pour les aider, vous proposez un chèque alimentation aux jeunes boursiers. De quoi s'agit-il ? Comment ça va fonctionner ? Parce qu'il y a un fonctionnement un peu particulier. Oui, absolument. Aujourd'hui, comment les choses se passent pour des jeunes étudiants boursiers ? D'abord, il faut se dire de qui parlons-nous ? À Toulon, environ plus de 30% des étudiants sont boursiers. C'est-à-dire que la population universitaire toulonnaise est une population pauvre. On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas faire comme si ça n'était rien. Ça donne actuellement dans les files de l'épicerie solidaire qui se situe à la Garde des files d'attente et une demande qui est de plus en plus importante, au point que même les associations nous disent « est-ce qu'on va pouvoir répondre ?» à la demande. Donc si vous voulez, voilà, il y a un défi. Et qu'est-ce qu'on propose face à ce défi ? Aujourd'hui, dans ces épiceries solidaires, souvent, il y a des dons des supermarchés, des excédents de supermarchés. Surtout, c'est de la nourriture ultra transformée et peu d'autres choses en réalité. Donc, on parie sur une jeunesse à qui on ne propose pas eh bien, une alimentation saine, une alimentation qui l'amènerait à consommer local et à faire fonctionner en fait un cercle économique vertueux. Donc c'est ça l'idée du chèque ? Donc nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut donner du pouvoir d'achat à ces étudiants qui sont l'avenir de notre ville et de notre région, et que pour cela, il faut aussi traduire ce pouvoir d'achat en consommateurs qui seront des consommateurs sains, ça sera bon pour leur santé, et des consommateurs locaux. Et donc, qui feront travailler aussi les commerces locaux. Il y a aussi l'idée d'un guichet autonomie jeunesse. Oui, parce qu'en réalité, les jeunes n'ont pas véritablement de lieu auquel s'adresser. Il y a dans les différents espaces publics toulonnais, on a des maisons de services publics, on a des mairies, pas un lieu dédié ou un comptoir dédié à la jeunesse où on va accompagner le jeune sur toutes les problématiques. C'est-à-dire il a besoin de se loger, il faut qu'il aille à la CAF, il a besoin de trouver un stage ou ses études, il faut qu'il s'adresse au Crous. Il a besoin de problématiques de santé, il faut qu'il trouve sa mutuelle, etc. Nous, on pense qu'on peut accompagner sur toutes ces problématiques, et on parlait tout à l'heure de la santé mentale des collégiens, c'est aussi vrai pour les lycéens et pour les étudiants. Il faut un guichet unique où on puisse accompagner, orienter le jeune dans toutes ces démarches, et ce, dans les différents espaces de services publics toulonnais.
Alors l'école, c'est aussi une compétence majeure Oui, du maire. Et là absolument. aussi, vous souhaitez changer les choses. Vous promettez la gratuité totale des fournitures. Ça ne sera pas en fonction des revenus des familles. C'est cela? On vous laisse reprendre. Oui. Merci. Oui. L'éducation, c'est un enjeu extrêmement fort, bien entendu, et l'éducation élémentaire, c'est le cœur ça fait partie des compétences centrales d'une mairie. Symboliquement, lorsqu'on demande aux familles d'acheter en début d'année des fournitures scolaires, eh bien, c'est un investissement et un coût important pour les familles. En septembre, il y a beaucoup de frais de rentrée et elles ne mettent pas tout le monde à égalité. Ensuite, la mairie dote d'ores et déjà les écoles sous forme de dotation annuelle. Et il nous semble que cette question-là, elle devrait être traitée différemment, comme c'est le cas par exemple à Marseille, avec des fournitures de rentrée fournies par la mairie, qui du coup profite de coûts réduits parce qu'elle fait des achats évidemment de grandes quantités et qui fait économiser de l'argent aux familles. Donc nous pensons que le pouvoir d'achat des familles, l'augmentation de ce pouvoir d'achat, c'est une nécessité à Toulon où nous avons une population qui a du mal à finir les fins de mois. On a parlé de transport, on a parlé de logement, on parle aussi d'éducation. Tout ce qui pourra soutenir la population et les familles pour arriver à vivre mieux dans la ville, c'est quelque chose que nous ferons et sur lequel nous sommes mobilisés. C'est dans le même sens du coup des tarifs abordables dans les cantines. Ils ne sont pas abordables pour l'instant? Si, alors les tarifs... Un effort a été fait? Oui, les tarifs vont de 1,10 € à 4,50 € je crois. On peut faire mieux. On peut faire mieux? On peut faire mieux, notamment en échelonnant davantage les choses. C'est-à-dire que dans les classes de population les plus aisées, le différentiel va de 20 centimes en 20 centimes, je crois. On peut aller plus loin dans les échelles et on peut aussi aller plus bas dans les échelles faibles, de façon à permettre que toutes les familles puissent avoir le droit à la cantine. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai rencontré des mamans qui me disent « je ne mets pas mon enfant à la cantine parce que 3 enfants à la cantine, eh bien, je ne peux pas ». Et donc, parfois, le repas du midi de la cantine est le seul repas équilibré et complet des enfants. Il faut absolument permettre à tous d'avoir ce repas. D'avoir accès à la cantine. Et que la question du coût ne soit pas une problématique qui fait qu'au final, les enfants n'ont pas un menu équilibré. Dans votre programme, il y a aussi le mieux vivre ensemble. Et pour cela, vous voulez expérimenter une carte scolaire interquartier pour bien vivre ensemble. L'idée, c'est qu'il y ait donc plus de mixité sociale. Vous voulez changer totalement la carte scolaire de Toulon? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une carte scolaire? C'est un outil institutionnel qui a une seule vocation, c'est la mixité sociale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on a des quartiers... Aujourd'hui, la carte scolaire découpe en quartiers, j'allais dire de manière un peu géométrique, la sphère qui va être concernée par une école, et ce n'est pas sur des critères sociaux, alors que la carte scolaire a été créée pour cela. Et donc, nous pensons que nous devons avoir une attention à ce que les cartes scolaires permettent aux populations différentes, de cultures et d'origines différentes, de se rencontrer. Ça veut dire forcément après l'utilisation. Vous savez qu'il y a un côté pratique pour les familles qui ont les moins de moyens. Ça veut dire aussi une école à proximité, son enfant qu'on peut amener à pied. Tout à fait. Si vous déplacez les cartes scolaires et que vous changez, vous savez qu'il y a ce problème-là qui se pose. Il est toujours existant, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'on va agrandir la carte scolaire et rendre plus difficile, mais qu'on va la répartir autrement, de façon à ce que des populations plus mixtes puissent se côtoyer. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour des populations qui sont des populations issues de milieux socioculturels aisés, et c'est bon aussi pour des populations qui ont des origines et des milieux socioculturels moins favorisés. On fait de la mixité sociale et de l'ouverture à l'altérité. C'est comme ça qu'on construit la citoyenneté de tous. Vous savez, Magali Brunel, que il risque d'y avoir aussi des enfants ou des parents qui font le choix de mettre leurs enfants dans le privé, justement, pour éviter cette mixité qui inquiète aussi? Oui. Alors là, de ce point de vue-là, nous avons discuté avec des directeurs d'écoles privées. Ils sont très conscients de leur mission, les directeurs d'écoles privées, contrairement à ce qu'on croit. Et nous, on ne va pas refaire la guerre des écoles. Les directeurs d'écoles privées, ils souhaitent aussi, pour leurs élèves, de la mixité, de l'ouverture à d'autres. Ils sont prêts à travailler sur du périscolaire croisé, mutualiser des moyens. Et donc, moi, je ne verse pas dans la caricature.
Un mot aussi sur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sur le réchauffement climatique. Ça touche aussi les écoles. La mairie sortante a commencé à végétaliser les cours. Laure Lavalette, la candidate du Rassemblement national, dit qu'il faudrait mettre de la climatisation dans les écoles, partout. Vous êtes favorable ? Alors, est-ce qu'on peut sérieusement se dire que l'on veut que les enfants de 8h30 à 16h30 soient au frais et qu'en sortant à 16h30, ils aient plus 2 degrés dans la rue, dans leur logement, parce que c'est ça que fait un climatiseur. Mettre de la climatisation, c'est prendre de l'air de l'extérieur pour rafraîchir l'air de l'intérieur. Et ça veut dire redonner à l'extérieur de la chaleur. Donc, ce n'est pas sérieux, bien sûr, ce n'est pas responsable, cela évidemment est contre tous les principes écologiques et même contre l'intérêt de la santé de ces enfants. Donc bien entendu, ce n'est pas comme ça, si les problèmes écologiques se réglaient à coup d'achat de climatiseurs, ça se saurait. Donc on sait bien ce qu'il faut faire, il faut retravailler sur le bâti scolaire, investir dans la rénovation des écoles, de façon à ce que thermiquement, elles soient beaucoup plus isolées et que, aussi bien l'hiver que l'été, on vive mieux dans les écoles. Et puis il y a la question de la végétalisation des écoles qui fait gagner à peu près 2-3 degrés, parce que la végétalisation extérieure, justement, garantit une température plus acceptable à l'intérieur. On va parler de sport, Magali. Pardon. Magali, ça va ? Oui. Toulon est la 3e ville la moins sportive de France. Alors là aussi, vous voulez construire des complexes sportifs dans les quartiers sous-dotés, mais d'ici là, ouvrir certains plateaux sportifs scolaires en dehors des heures de classe, c'est-à-dire ? Alors, il existe, en réalité, j'allais dire que la collectivité dispose d'atouts, dispose de lieux et qui sont très souvent sous-utilisés. L'exemple des terrains de sport scolaire est de cela. Quand vous avez un terrain de basket à proximité d'une école qui dépend de l'école et que tout l'été il ne sert à personne, que le mercredi et le week-end il ne sert à personne, tandis qu'il y a des enfants dans le quartier qui rêvent d'aller jouer au ballon, vous voyez qu'on a des problématiques de mutualisation qui n'ont pas été pensées. Nous pensons qu'il faut favoriser un partage de ces lieux publics qui coûtent de l'argent à la collectivité et qui sont sous-utilisés de façon à ce qu'ils profitent véritablement à l'ensemble du quartier. Alors évidemment, c'est avec des règles, c'est avec un gardien qui va venir vérifier, un éducateur. Éducateur, mais aussi un agent municipal qu'il faudra mobiliser aussi. Mais il y a dans les écoles des agents municipaux, des gardiens. Qu'il faudra mobiliser le week-end ou après les classes. Qui sont présents et qui ont des heures de service étendues justement pour assurer la sécurité. Et donc, il faut sans doute travailler à leur fiche de poste de façon à ce que, de temps en temps, il puisse y avoir des usages différents, partagés, parce que c'est cela aussi, être responsable des finances d'une collectivité. On ne va pas faire 3 terrains de basket sur un même quartier. Mais s'il y en a un, autant l'utiliser. La mairie peut aussi, on va dire, aider aussi les jeunes à accéder aux grands événements sportifs ou proposer des tarifications sociales. Oui. C'est important, c'est aussi un moment d'union d'une population. C'est un moment d'union et comme on peut l'envisager sans aucun problème pour la cantine, qu'on peut l'envisager par exemple pour les centres aérés, ça n'a pas été pensé pour le sport. Or, c'est pareil, un budget pour permettre à son enfant d'aller faire du tennis, du foot ou du rugby, à Toulon, ça fait partie de la culture locale, ce n'est pas dans les moyens de toutes les familles. Et c'est extrêmement regrettable qu'un enfant puisse ne pas vivre cette éducation aux valeurs qu'est le sport pour des soucis de moyens de leur famille. Donc nous pensons qu'on peut mettre en place une tarification sociale pour favoriser le sport pour tous et le sport partout. Le stade Mayol, c'est l'améliorer, c'est le reconstruire ailleurs, quelle idée défendez-vous ? Il y a plusieurs problématiques. On a rencontré les équipes du RCT à ce sujet parce qu'il y a une problématique du lieu. C'est un stade qui est déjà vieillissant. Mais qui est central, qui est au cœur de la ville. Et qu'il faut absolument préserver au cœur de la ville. C'est le cœur battant de Toulon, mais sur lequel on ne peut pas juste dire qu'il est là et qu'on va le regarder s'effondrer, parce que les structures qui portent le stade Mayol sont vieillissantes et peuvent être dangereuses. Donc il faut absolument être réactif sur la question de la sécurité. Il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de PC sécurité, par exemple, à Mayol.
dans tous les grands stades de même dimension, c'est absolument inconcevable aujourd'hui de penser qu'on peut piloter la sécurité sans un PC sécurité. On a vécu les dernières semaines des inondations dans le stade Mayol, qui auraient pu être catastrophiques, qui ont déjà été problématiques, mais qui auraient pu être bien plus graves. À l'automne dernier, vous vous rappelez le match à Mayol sous une pluie torrentielle. Il n'y avait pas de lieu centralisateur de façon à organiser les secours, les évacuations. C'est une question de sécurité, il faut c'est notamment une question de sécurité. Ce n'est pas que ça, parce qu'il y a aussi une question d'équilibre budgétaire du club professionnel. Et là-dessus, la ville doit être aidante. Il faut que nous ayons un grand club, parce que ce grand club, il est le reflet de notre ville. C'est l'image ? C'est une image, ce n'est pas la seule, mais c'est une image importante et nous pensons que la municipalité doit soutenir, doit être volontariste dans cette direction. Magali Brunel, peut-être une dernière question. Oui. Là, vous avez des beaux projets, on parle de réhabilitation, on parle de construction, on parle d'aménagement. Est-ce que les Toulonnais doivent s'attendre à une augmentation d'impôts pendant votre mandat si vous êtes élu ? Non. Alors là, très clairement, non, on ne peut pas à la fois penser à augmenter le pouvoir d'achat et dire qu'on va augmenter les impôts, ce serait tout à fait contradictoire. En revanche, il va falloir faire deux choses. Investir, parce que nous sommes une des villes qui investit le moins dans sa strate. Ça signifie que l'on donne le moins d'équipements structurants à nos habitants et à nos habitantes. C'est-à-dire qu'on a sous-investi, la majorité sortante a sous-investi. Absolument, qu'on a sous-investi parce qu'on a géré en petit père de famille, je dirais, le budget toulonnais. Or, une ville, elle ne se gère pas sans penser au lendemain, sans penser à l'avenir. Et l'investissement d'aujourd'hui, ce sont les économies de demain. Lorsque on fait des travaux, par exemple, dans les écoles, c'est autant de dépenses d'énergie que l'on ne fait pas sur le long terme. Donc, c'est bien sur le long terme que l'on doit penser pour l'avenir. Et puis, deuxième chose que ne sait pas faire la ville, c'est aller chercher des fonds, notamment européens. On a une ligne budgétaire sur les fonds européens qui est quasi nulle, ce qui est, par rapport aux villes comparables, absolument inquiétant. Donc, de ce point de vue-là, il y a un gros travail à faire pour aller chercher les fonds là où ils sont disponibles. Merci beaucoup. Allez, on va se quitter sur ces derniers mots. Merci Magali Brunel. Et puis, je rappelle, comme à tous les internautes, qu'un débat sera organisé le 4 mars prochain. Et vous êtes bien sûr invités à ce débat pour les municipales, donc sur notre antenne. Merci à vous, Magali Brunel. Merci.